savoir comment arriver à détecter, arriver à, à- à identifier les drogues qui circulent parce qu'aujourd'hui, nous sommes en bonne partie impuissants. Madame Cherki, soyez la bienvenue et merci d'avoir accordé de votre temps précieux, surtout en période quasiment estivale, pour nous entretenir de ce sujet. À vous. Un grand merci, Dr Diop, et un grand merci à toute l'équipe de l'organisation de ce webinaire. En introduction, je remercie beaucoup d'avoir fait le tour de table. Et il y a des profils extrêmement variés et extrêmement pertinents pour ce que je vais vous présenter. C'est ce type de profil professionnel à la fois étudiant en thèse, mais aussi chercheurs avec une expérience beaucoup plus conséquente auquel on travaille tous les jours, donc que ce soit en anthropologie, en sociologie, bien sûr en santé publique, avec des acteurs de la santé communautaire, de la réduction des risques, de l'autosupport, on va le voir aussi un petit peu, et également des services d'application de la loi, donc tout ce qui est police, justice et lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc mon objectif, c'est vraiment de vous présenter de façon concrète, avec une vue globale, comment on travaille. En introduction, c'est un système qui a 25 ans. Donc il y a toute la maturité et la construction qui a pu avoir avec les changements législatifs et les changements du marché des drogues en 25 ans. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc en fait, je vais vous présenter un dispositif qui est à maturité, qui est toujours en amélioration continue, mais qui n'était pas du tout comme ça à ses débuts. Donc ça peut paraître très ramifié en termes de partenariat et de circuit de flux, donc flux d'échantillons, mais flux d'informations également. Mais c'est tout le travail de 25 ans de relations partenariales qui sont maintenant abouties. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Je coupe la vidéo pour des questions de bande passante. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à la fin de ma présentation. Alors, normalement, vous voyez bien mon écran. Pas Probablement encore. pas encore. Peut-être une question de Zoom. Voilà. Hop. Normalement, c'est bon cette fois-ci. C'est bon, Voilà. c'est Normalement, bon. on est bon. C'est bon maintenant. Voilà, donc comme j'ai été très bien présentée, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais en effet, j'occupe ce poste depuis un peu plus de 3 ans et auparavant, j'avais des expériences déjà dans la veille sanitaire sur les drogues et également en laboratoire d'analyse. Donc d'abord, je vais vous présenter l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives pour que vous ayez un peu une vision globale de notre activité. Sachant que le maître mot du dispositif synthèse, c'est les relations partenariales, également la transversalité et le dialogue interdisciplinaire. Donc moi, je suis toxicologue, donc je m'intéresse beaucoup à la pharmacologie des produits, aux propriétés chimiques, biologiques, mais je travaille énormément avec mes autres collègues qui sont plus spécialisés en sciences humaines et sociales. Donc, l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, c'est un groupement d'intérêt public, donc c'est un statut un peu particulier qui existe depuis presque 30 ans depuis plus de 30 ans et qui a pour objectif d'apporter des connaissances et des informations sur les tendances addictives auprès des pouvoirs publics, donc des décideurs publics. Donc ça peut être le gouvernement, les ministres, les administrations, mais également auprès des professionnels du champ, donc tout ce qui peut être justement chercheurs dans les tendances addictives, mais également les professionnels de santé et les travailleurs médico-sociaux qui accompagnent des usagers de substances, mais également le grand public. C'est-à-dire qu'on produit de l'information scientifique à travers des publications et tout est accessible à titre gratuit, bien évidemment, sur notre site de l'OFDT. L'objectif, c'est d'avoir un dispositif permanent d'observation et du coup un suivi longitudinal des tendances en termes de conduite addictive au niveau national. Que ça soit sur les produits licites, donc tout ce qui est tabac, alcool, mais également les produits illicites qui vont plus faire l'objet de ma présentation parce que le dispositif synthèse se focalise sur les produits dits stupéfiants, en tout cas non réglementés. On fonctionne avec 11 départements ministériels, donc c'est-à-dire qu'on a une gouvernance vraiment transversale avec tous les ministères qui peuvent être concernés par la question des drogues. Et notre tutelle en termes de gouvernance, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives sous l'autorité du Premier ministre.
Donc, comme je l'ai dit, le maître mot, c'est la pluridisciplinarité, la transversalité. Donc, en fait, on est une trentaine de personnes à travailler sur le sujet des drogues, mais avec un panel d'expertise et d'approches très variés. Donc, on a des sociologues, des statisticiens, des épidémiologistes, des démographes, des politistes, des toxicologues, des économistes aussi, parce que c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Et on a évidemment un collège scientifique qui nous guide dans notre production scientifique au cours de l'année. On a également une responsabilité institutionnelle au niveau européen. Donc nous, on est ce qu'on appelle point focal de l'Agence européenne des drogues. L'Agence européenne des drogues, c'est une nouvelle institution qui a été créée depuis juillet dernier, juillet 2024, qui remplace l'ancien observatoire européen des drogues et des toxicomanies, dont la France était un État membre. Donc, cette agence européenne des drogues est une agence qui a pour but également de produire de la connaissance scientifique sur les drogues au niveau européen et de produire des recommandations de politique publique pour les États membres. Donc nous, on est un relais de cette agence-là qui pilote plein de dispositifs différents, notamment des indicateurs épidémiologiques au niveau européen, des tables statistiques, qui investigue les questions d'offres et de marché de stupéfiants, qui évalue aussi les politiques publiques liées à la prise en charge des addictions et également qui pilote un système d'alerte précoce qu'on va bien détailler sur l'INPS, qui est un système de veille sanitaire sur les nouveaux produits de synthèse. Toutes les informations-là sont produites par chaque pays de l'Union européenne, donc il y a 27 États, plus la Norvège et la Turquie, et sont rassemblées dans un rapport européen sur les drogues qui est publié de façon annuelle. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous avez la curiosité, aller sur le site de l'EUDA, télécharger le dernier rapport sur les drogues qui relate les données 2023. Donc en fait, il y a une transformation qui est en réponse à un marché des drogues qui est grandissant et aux conséquences sanitaires qui sont de plus en plus palpables et sévères au niveau européen. Donc en fait, il y a des axes de travail et de recherche qui ont été renforcés et ça a une conséquence également sur notre travail au niveau français. Donc tout ce qui concerne les observations, donc ce qu'on appelle le monitoring, a été renforcé avec différents systèmes qui sont en train d'être montés et développés. Également, un grand axe, c'est la veille et l'alerte sur les substances psychoactives. Donc, j'ai mis aussi l'équivalent en anglais, avec la mise en place d'un threat assessment, donc d'évaluation de la menace. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau protocole de travail qui va être fait pour évaluer la menace de telle et telle substance, à la fois sur les plans sanitaires, mais également sécuritaires pour l'ensemble de l'espace européen. Un autre enjeu aussi, c'est de monter en compétence de façon collective sur plein d'aspects, et notamment sur les aspects analytiques, de toxicologie analytique. Parce que justement, comme ça a été dit en introduction, il y a plus en plus de drogues sur le marché, plus en plus de drogues de synthèse et qui portent des challenges au niveau analytique. Ça devient de plus en plus compliqué de les recharger et de les trouver et de les identifier. Donc pour cela, notamment, il y a un réseau de laboratoires européens qui se met en place et pour lequel le dispositif synthèse a été précurseur parce qu'on fonctionne de cette façon depuis donc plus de 25 ans. Donc le dispositif synthèse, comme ça a été dit, c'est pour le système d'identification nationale des toxiques et des substances. Donc c'est vrai qu'à l'OFDT, on aime beaucoup les acronymes. Il a été créé à la fin des années 90 et se concentrait uniquement sur l'analyse, donc la collecte de produits de synthèse et leur analyse. Pourquoi à cette période-là? La fin des années 90 est une période assez charnière pour le développement des outils d'investigation et de recherche sur les drogues au niveau français et européen. Donc, comme j'ai dit précédemment, l'OFDT a été créé en 1993. L'Observatoire européen désormais Agence européenne a été créée à peu près à cette même époque et le dispositif synthèse aussi, notamment face à l'émergence de l'ecstasy liée au courant de la French Touch, qui est un courant de musique électronique, donc il y a beaucoup de consommations festives qui se sont développées à cette époque-là et malheureusement des conséquences sanitaires également ont été rapportées. Donc il a été décidé de mettre en place un dispositif d'observation régulier tout au long de l'année, basé sur la collecte et la liste de produits, conjointement au dispositif TREND. Donc TREND, c'est pour Tendances récentes et nouvelles drogues, qui a le même objectif de documenter des phénomènes nouveaux liés aux drogues, mais avec des méthodologies sociologiques et sociologiques qualitatives. J'y reviendrai pas trop parce que justement, il y aura un webinaire prévu à la rentrée dans les mêmes conditions qui sera entièrement dédié au dispositif Train. Je vous invite à vous connecter à ce moment-là parce que vous pourrez voir justement la complémentarité
entre synthèse qui fait l'objet de ce webinaire et le dispositif TREN qui sera présenté par mon collègue et binôme Clément Jérôme. Donc pour l'instant, à la fin des années 90, ça se concentrait uniquement sur les produits de synthèse et principalement MDMA ecstasy. Ensuite, en 2006, il a été décidé par les pouvoirs publics d'élargir tout le dispositif à l'ensemble des substances psychoactives hors tabac et alcool. Parce que le tabac et l'alcool en France sont extrêmement réglementés, que ce soit en termes de fabrication, de commercialisation et de contrôle. Donc il n'y avait pas ce besoin de collecter des produits d'alcool et de tabac dans le dispositif synthèse. Donc on se concentre plutôt sur les drogues dites illicites, donc tout ce qui est tabac, cannabis, cocaïne, héroïne, et j'en passe. Dans un contexte justement d'augmentation des observations des phénomènes émergents. C'est le tout début des nouveaux produits de synthèse. En 2024, donc l'année dernière, on est un dispositif permanent qui fonctionne en continu, qui contribue à la veille sanitaire déployée au niveau national et à l'information précoce, avec plus de 700 collectes par an analysées. Donc on est en pleine croissance du nombre d'échantillons de produits analysés dans le cadre du dispositif synthèse, et il est fort à parier qu'en 2025, on ait encore plus d'échantillons qui seront traités par notre dispositif. L'objectif de synthèse, pour clôturer un peu cette introduction, il est très simple, c'est de décrire la composition des produits circulant sur le marché au niveau des usagers à partir d'analyses toxicologiques réalisées en laboratoire habilité. Et les produits sont collectés auprès des usagers, c'est anonyme et gratuit, par des acteurs du centre socio-sanitaire, donc ça peut être des travailleurs en structure d'accueil et d'accompagnement de l'addictologie, auprès d'usagers de drogue qui sont volontaires pour contribuer à ce système d'information publique. Donc, comment fonctionne le dispositif? On a deux volets qui sont mobilisables, le volet dit veille et observation. Ma présentation va plutôt se focaliser sur le volet veille, qui est le volet qui est en continu, qui fonctionne 365 jours par an. Donc, c'est un système continu de collecte de produits auprès des usagers, et les usagers sont informés du résultat, bien évidemment, après analyse, c'est-à-dire qu'ils cèdent une partie de leurs produits à titre anonyme et gratuit, et évidemment, ils ont un retour sur investissement, si je puis dire, et ils savent la composition précise de leurs produits. Pour intégrer le dispositif synthèse qui s'apparente en fait à un outil de surveillance épidémiologique, il y a des motifs de collecte précis à respecter. Ces motifs de collecte sont stables dans le temps, donc il y a un biais de sélection continu et qui est stable une année sur l'autre depuis 25 ans. Donc, quand est-ce qu'on peut mobiliser le dispositif synthèse? On mobilise le dispositif synthèse quand il y a la survenue d'effets indésirables ou inattendus après la consommation du produit concerné. Si le produit est considéré comme nouveau ou rare, toujours dans une optique d'identifier des nouveaux phénomènes, ou également dans le cadre d'une non-reconnaissance, on analyse la réduction des risques et des dommages. Je vais en revenir un peu plus tard parce que le drug checking, donc ça c'est l'anglicisme, a explosé depuis 3 ans en France. C'est un nouvel outil d'intervention, notamment en santé communautaire, qui est très important à déployer et dans une approche de complémentarité avec le dispositif synthèse qui a plus pour but de documenter et qui a un objectif de santé publique. Donc, comme je l'ai dit, on observe en continu l'évolution de la composition et des usages. Grâce à ces nouvelles données, on documente l'Early Warning System européen sur les NPS s'il y a des nouvelles substances qui sont identifiées sur le territoire français. Le dispositif synthèse nous permet également d'avoir des échanges rapides auprès de nos partenaires d'informations s'il y a des situations spéciales. Par exemple, ça peut être des clusters d'intoxication liés à un nouveau produit qui présente une dangerosité importante, ou également une saisie atypique faite par les services d'application de la loi, donc par la police, qui peut représenter une menace pour un territoire donné et pour des usagers d'un certain bassin de population. Donc, toutes nos informations sont traitées et rassemblées dans une publication qui s'appelle le Point Synthèse, qui est une publication d'une 20aine de pages avec un format assez stable dans le temps, qui est en fait un bulletin recensant les principaux faits marquants de l'année précédente. Donc là, on est justement en train de travailler sur le Point Synthèse issu des données 2024, avec une publication prévue fin novembre 2025. Donc ça, c'est pour le volet veille, donc le volet qui représente la majorité de l'activité du dispositif synthèse. On a également ce qu'on appelle un volet observation, qui est un volet un peu une enquête flash
pour le dispositif synthèse, c'est-à-dire que c'est une campagne de collecte ponctuelle, sans motif de collecte. C'est ça la vraie différence. Pourquoi il n'y a pas de motif de collecte? C'est pour agréger et collecter le plus d'informations et donc le plus plus de produits possible et rapidement. Et également, il y a des collectes qui sont dédommagées auprès de l'usager. Donc, par exemple, on avait fait un partenariat avec l'Université de Mayotte sur les cannabinoïdes de synthèse, donc appelé la chimique là-bas. Il y a eu également aussi une enquête faite au niveau du crack, donc la cocaïne basée inhalée, en Île-de-France, pour avoir vraiment une cartographie assez précise d'un phénomène donné avec un temps rapide. Donc, synthèse, en fait, il y a vraiment une dimension partenariale très forte et une notion de réseau. Sans le réseau synthèse, sans des dynamiques de réseau, de coopération entre les partenaires et avec le niveau national, le dispositif synthèse ne peut pas fonctionner. Donc, je vous ai mis sur votre droite, à droite de la slide, la cartographie du dispositif synthèse. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle des coordinations locales. Donc, on en a 17 dans toute la France. Qui également pour certaines, donc c'est les points violets, portent également le dispositif Trend, donc c'est les mêmes entités. Donc on est répartis globalement sur l'ensemble de l'Hexagone et on a une réelle volonté de se déployer dans les territoires ultramarins. Donc c'est ce qu'on a fait pour la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe et Saint-Barthélemy-Saint-Martin. Un déploiement du dispositif synthèse est prévu à la Martinique à la fin de l'année. Donc ça nous fait qu'on a environ plus de 600 collecteurs qui sont formés, accrédités dans toute la France, principalement dans les structures d'accompagnement en éthologie, ce qu'on appelle les CARUD. Donc, c'est des entités où les usagers peuvent venir de façon inconditionnelle. Ils peuvent récupérer du matériel de réduction des risques et avoir justement un accompagnement social à travers l'équipe qui travaille dans ces centres-là. On a également aussi des addictologues qui sont intégrés dans les dispositifs synthèse et plus rarement des infirmiers libéraux et des pharmaciens d'officine. Donc ça, c'est pour le volet collecte, comment on récupère le produit. Après, le produit est envoyé par la poste dans un kit de collecte que nous préparons. Il est envoyé à des laboratoires. Donc, s'ajoute à ce réseau de collecteurs et de coordination locale un réseau de laboratoires. Donc, pour cela, avec quel laboratoire nous travaillons? Nous travaillons avec les laboratoires des douanes, de la police scientifique, de la gendarmerie nationale et également, c'est assez nouveau, avec les laboratoires de toxicologie hospitaliers. Donc, je vous ai mis le workflow en bas à gauche de la slide. On a un délai moyen entre la collecte et le rendu de l'usager qu'on essaie de tenir à 1 mois. Donc, c'est ça la vraie différence aussi avec le dry checking, c'est qu'on a un délai qui est long. Mais pourquoi il est long? C'est parce qu'on doit mener des investigations précises dans des environnements très normés et encadrés. Donc, la collecte est réalisée lors d'un entretien de collecte entre l'usager et le collecteur qui est formé et habilité. Il y a un formulaire de collecte donc, qui s'apparente à une grille d'entretien et un questionnaire qui est également généré dans notre base de données, donc sur un site en ligne sécurisé. Ensuite, l'échantillon est conditionné dans un tube de collecte et une enveloppe et envoyé au laboratoire destinataire de l'analyse. L'analyse est réalisée par le laboratoire partenaire qui nous envoie un rapport d'analyse brut, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le nom des molécules, il y a les techniques analytiques, et c'est traité au niveau de la coordination nationale, donc par moi-même et ma collègue Sylvie Feg, que je salue. Et notre objectif est de rédiger un commentaire scientifique, bien sûr de rentrer la composition, mais de rédiger un commentaire scientifique afin d'expliquer à la fois au collecteur et à l'usager si les effets qu'il a rapportés sont associés au produit et si oui, comment, donner des éléments d'information sur la circulation de ce produit, est-ce qu'il est beaucoup identifié ou très peu identifié, ses propriétés pharmacologiques et toxicologiques, dans un niveau de langage qui est adapté aux collecteurs. On ne va pas forcément avoir le même format si c'est un pharmacien que si c'est un éducateur spécialisé ou un sociologue. Mais l'information, le contenu reste le même, bien évidemment. Et justement, l'idée, c'est que l'usager comprenne ce qu'il consomme, quels sont les risques associés, comment son produit fonctionne dans son corps. Et justement, ça permet au collecteur, si l'occasion se présente, de faire la réduction des risques en se basant sur ces informations-là qui sont validées scientifiquement. S'il y a besoin de faire des précisions ou des compléments d'information, bien évidemment, le collecteur peut nous contacter pour pour qu'on puisse répondre à ces interrogations. Donc ça, c'est le fonctionnement du dispositif synthèse au quotidien. Donc c'est la dimension de réseau est centrale dans le fonctionnement du dispositif synthèse.
Pour vous donner un peu en termes d'un ordre d'idée, je vous ai dit au début de ma présentation, je vous parle d'un système qui est mature, qui a 25 ans. Là, on est à plus de 740 collectes par an. Ce n'était pas le cas au tout début du dispositif. Donc là, je vous ai mis un nombre de collectes depuis 2010. Donc c'est un peu après l'extension de 2006 qui s'intéressait du coup qui autorisait la collecte pour l'ensemble des produits dits illicites. On a vraiment une augmentation croissante et régulière du nombre de produits qui sont collectés. Donc on voit aussi une inflation entre 2021 et 2022 qui est notamment liée à la reprise des événements festifs après le Covid et également à l'explosion du drug checking parce que justement un des motifs de collecte, c'est de venir en levée de doute du drug checking, des fois quand ils ne sont pas en capacité d'identifier les produits en présence. En termes de cadre légal, parce que c'est très important d'en parler, on a une législation des stupéfiants qui est très très cadrée en France. Donc en fait là, on parle vraiment de transporter des produits présumés stupéfiants ou stupéfiants d'un point A à un point B par des personnes. Donc pour cela, on a une loi qui a été promulguée en 2016 qui indique que du coup les collecteurs synthèses surtout, c'est la dernière partie de la phrase, font une mission d'information sur la composition, les usages et les transformations en termes de consommation et sur la dangerosité des substances consommées. C'est sur cette partie-là du texte qu'on s'appuie pour faire fonctionner le dispositif synthèse. En cas de contrôle, ils ont en fait des cartes de collecteurs qui sont en fait une sorte de pièce d'identité. Ils peuvent présenter ça aux services d'application de la loi qui sont en train de les interpeller. On dispose également d'une liste de collecteurs sur le site de l'OFDT qui est transmise également aux préfectures de police. Et on a une présentation, on a remis à jour notre présentation du dispositif synthèse sur le site de l'OFDT. Et si ça ne suffit pas, bien évidemment, le numéro de la direction et de la coordination nationale, le numéro de téléphone, est indiqué sur toute la documentation pour nous contacter. Notre rôle, nous, à la coordination nationale et locale, c'est d'informer toutes les institutions du fonctionnement du dispositif synthèse sur leur périmètre d'action. Donc, il y a tout ce qui est police-justice, donc préfecture, procureur de la République, et également, on utilise aussi les référents départementaux de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui est notre tutelle. Donc, encore une fois, la notion de réseau est très importante dans le fonctionnement du dispositif synthèse. Donc, on travaille avec une myriade d'acteurs qui nous apportent des données et auxquels on apporte des informations qualitatives. Notre expertise, concrètement. On fonctionne bien évidemment en première intention avec les collecteurs et les laboratoires partenaires. Donc, c'est en bas de la slide. On travaille étroitement parce qu'il y a un espèce de recoupement. Vous allez le voir aussi avec la présentation du dispositif Trend en septembre. On travaille énormément avec le dispositif Trend. Certains pilotent à la fois synthèse et Trend en région. Des fois, il y a des collecteurs qui participent au dispositif Trend également de par leurs compétences ethnographiques. Donc, on travaille étroitement avec le dispositif Trend. On travaille, on fait remonter les informations à l'Agence européenne des drogues, donc qui était l'ancien IMCDDA. Et on travaille également avec un réseau de veille sanitaire sur les produits pouvant faire l'objet d'une pharmacodépendance, qui est l'addictovigilance. Ce réseau d'addictovigilance qui est en charge d'évaluer le potentiel d'abus et de dépendance des médicaments, mais également des autres substances psychoactives, est organisé en réseau également de centres d'information et d'évaluation sur la pharmacodépendance addictovigilance. C'est les fameuses CIPA. Donc ces centres-là collectent également les cas sanitaires, les cas cliniques d'abus et de dépendance aux produits et sont en charge également de faire des études pharmaco-épidémiologiques, par exemple sur la mortalité liée aux drogues au niveau national. Donc on est en lien étroit et on est pourvoyeur d'informations pour le réseau d'addictovigilance. Un autre acteur qui est bien sûr incontournable, c'est la police qui nous fournit des éléments sur les saisies qui peuvent être atypiques ou en termes d'ampleur pour qu'on puisse mieux mettre en regard nos données qu'on collecte à travers notre dispositif. Les données issues du dispositif synthèse ne sont pas strictement superposables aux données de saisie parce que les modalités de collecte et de recueil de données sont totalement différentes. Nous, on collecte au niveau de l'usager, au niveau du marché de rue. La police collecte les saisies, donc il n'y a pas de données spontanées, c'est des saisies qui sont faites parce qu'il y a des produits stupéfiants. Et globalement, c'est des saisies d'ampleur avec on parle de kilos ou de tonnes de saisies de produits. Nous, on est vraiment sur le produit disponible au niveau des personnes.
Pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire, je vous ai mis quelques case reports. Par exemple, là, on a un case report d'un homme qui a entre 35 et 50 ans, qui est au niveau de la région lyonnaise. Il apporte de la cocaïne qu'il a acheté 60 euros le gramme à la suite d'un démarchage téléphonique. Donc, ce qui est attendu comme produit à la consommation, c'est de la cocaïne, plus ou moins les produits de coupe habituels, par exemple le paracétamol ou le levamisole. À la consommation, il a rapporté des effets inattendus, tout simplement une absence d'effet. Et également, il a sollicité un service de drug checking qui n'a pas reconnu la cocaïne dans l'analyse en première intention. Donc, il a également rapporté un aspect inhabituel pour de la cocaïne, un aspect comme du plâtre, des difficultés à injecter son produit, parce qu'on a aussi pas mal d'injections de cocaïne au niveau national. Donc, ça a été envoyé à synthèse et l'analyse du résultat a montré l'absence de cocaïne dans le produit et la présence d'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc, en fait, la personne a été arnaquée et en fait, on lui a vendu de l'ibuprofène à la place de la cocaïne, ce qui explique l'absence d'effet et l'aspect un peu inhabituel qui, en fait, correspond à un comprimé d'ibuprofène qui est broyé et réduit en poudre. Donc ça, c'est un cas d'arnaque qu'on peut avoir dans les dispositifs synthèse. On a aussi d'autres cas de cocaïne très fortement concentrée qui peut provoquer des complications aiguës très importantes. Et également aussi, on observe une dérégulation du marché de l'héroïne au niveau national. Donc ça, c'est pour montrer un peu quel type de données on peut collecter. Je vais un peu parler justement après ça, qu'est-ce qu'on fait des informations. Je vais vous parler de l'Early Warning System de l'IUDA. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Bon, bah, je continue, je pense que ça ira. Donc, je vais parler de Learning Warning System sur les NPS. Cher, s'il te plaît, tu peux couper ton micro? Merci. Je pense que c'est bon. Super. Donc, pour continuer un peu sur notre lancée, après qu'on ait collecté ces informations au niveau national, on va informer le système d'alerte européen. Donc, comme je vous l'ai dit au début de ma présentation, on travaille énormément avec ce système d'alerte qui, à la fois, nous fournit des informations et nous, on déclare des informations auprès de ce système d'alerte européen. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de ce système d'alerte qui, pareil, a été créé en 1997, donc c'est vraiment dans la même phase d'implantation de dispositifs d'observation liés aux drogues au niveau français mais également européen, c'est d'identifier des nouveaux produits de synthèse, de suivre leur diffusion dans l'espace européen, d'alerter s'il y a nécessité et d'évaluer les risques associés à ces substances. Donc en France, c'est l'OFDT qui est en charge de représenter les tendances nationales et les cas nationaux. Je vous ai mis un peu une définition des nouveaux produits de synthèse ou des NPS. Il y a en français des confusions en termes d'acronymes. Les NPS, c'est pour New Psychoactive Substances. Donc, c'est la définition réglementaire internationale sur laquelle on s'accorde. Un NPS est une drogue qui n'est pas inscrite sur les tableaux de la Convention des Nations Unies en tant que drogue. Voilà, et qui peut poser un problème de santé publique. Donc, c'est une substance qui n'est pas inscrite sur l'ensemble des conventions des Nations Unies qui portent sur les drogues. Il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est un NPS. Une fois que une drogue est classée au niveau international, cette drogue n'est pas stricto sensu un NPS. Néanmoins, de par sa nouveauté, ça reste par abus de langage un nouveau produit de synthèse parce qu'en fait, une drogue qui est apparue il y a 1 ou 2 ans, elle est encore nouvelle. On a encore très peu d'informations sur ses propriétés, sur sa toxicité. Donc, NPS, ça veut aussi dire, et j'utilise beaucoup dans ma présentation, nouveau produit de synthèse j'ai proposé une définition, c'est des nouvelles molécules psychoactives issues de votre synthèse qui ne sont pas exploitées au niveau industriel, que ce soit au niveau chimique, aromatique, alimentaire ou encore pharmaceutique. Parmi eux, il y a un grand nombre de candidats médicaments qui ont été abandonnés lors des phases de développement, notamment en raison de leur dangerosité ou leur potentiel de dépendance. Donc, ils étaient tombés dans l'oubli dans les années 70 et ils reviennent via le circuit illicite.
Donc, je vais vous présenter un cas pratique de comment s'articule le dispositif synthèse au niveau national et le Early Warning System de l'Agence européenne des drogues avec l'exemple d'une première identification d'un NPS qui est une catinone de synthèse en l'occurrence. Donc, je vous parle de l'alpha-D2PV qui est une catinone de synthèse dite de deuxième génération, qui a eu les catinones de synthèse dérivées strictement de la molécule de catinone, qui est l'alcaloïde qu'on trouve dans le cat, la plante de cat. Et à partir de là, il y a eu des dérivés de dérivés. Donc, on est vraiment dans ces cas de figure. Donc, cette molécule-là a été identifiée dans une collecte synthèse. Le contexte de cette collecte était un achat de 3 méthylmèthcathinone supposés avec une origine, une provenance de Chine. La personne a eu des survenus des effets indésirables avec des irritations, notamment au point d'injection, et pas l'effet psychoactif habituel. Quand on va analyser le produit, on ne trouve pas la molécule qu'on attend, la 3-MC. En revanche, on trouve une autre catinone de synthèse. Donc, c'est une tromperie. On appelle une tromperie quand une molécule psychoactive remplace une molécule qui était attendue. Par exemple, si de la cocaïne attendue est remplacée par un autre psychostimulant, c'est une tromperie. Et donc, c'est la première fois qu'on voyait cette molécule-là au niveau national. Il n'y avait aucune saisie avec cette molécule qui avait été rapportée et aucune collecte synthèse ni auto-checking. Donc, on se doit, dans ces cas-là, d'en informer l'Early Warning System européen pour déclarer cette première identification au niveau français sous la forme d'un case report. En fait, la modalité de déclaration de ces informations-là est très harmonisée. Il y a vraiment des guidelines qui ont été éditées par l'Agence européenne des drogues depuis longtemps. Et en fait, du coup, on a un outil, on a un software pour déclarer ces identifications sous la format d'un case report, comme on peut voir en pharmacovigilance, par exemple. Un autre exemple que je voulais vous montrer de collecte synthèse qui concerne également des NPS, c'est le phénomène des herbes adultérées aux cannabinoïdes de synthèse. C'est un phénomène qui peut également toucher, on parlait notamment du couche il y a très longtemps, et qui fait encore des dégâts. Mais ici, on est vraiment sur un phénomène qui était apparu en 2021, qui a disparu entre 2021 et 2024, et là qui réapparaît de façon très prégnante, et du coup qui a fait l'objet de plusieurs alertes sanitaires au niveau français et qu'on a fait remonter au niveau européen. Donc par exemple, là on a le cas d'une femme âgée de entre 35 et 50 ans dans le sud-est de la France qui est usagère régulière de cannabis. Donc, elle va acheter son cannabis via WhatsApp. Elle se fait livrer. La modalité d'achat par livraison est très maintenant développée depuis le Covid. Mais mon collègue Clément Jérôme va beaucoup en parler dans le cadre du dispositif Trend parce que c'est vraiment une des investigations du dispositif Trend d'investiguer, de décrire les modalités de transformation du marché des drogues au niveau national. Donc, c'est typiquement le cas là. Pourquoi l'échantillon a été envoyé au dispositif synthèse? Parce que l'usagère a mentionné des effets indésirables, malaise, vertige, altération des perceptions sensorielles, après la consommation d'un demi-joint, entre guillemets, seulement. Pour rappel, c'est une usagère régulière de cannabis. Donc, elle connaît le produit, elle a l'habitude d'avoir des effets recherchés, et là, elle estime que les effets sont vraiment indésirables et délétères. Elle rapporte pas d'autres consommations de produits. Il est important de savoir que la polyconsommation est un phénomène qui est très répandu dans les usagers de substances et qu'on voit notamment, c'est un axe de recherche qui est en plein boom au niveau international. Donc là, on n'est pas dans un contexte de polyconsommation, donc il n'y a pas potentiellement des interactions entre les produits qui est à rechercher. L'échantillon est analysé par un laboratoire expert et l'analyse a mis en évidence un cannabinoïde de synthèse qui est l'ADB bucinaca. Donc l'ADB bucinaca, donc je vous ai mis sa structure chimique en haut à droite. C'est une structure caractéristique d'une famille de cannabinoïdes de synthèse qui s'appelle les dérivés 3-carboxamide 1-indazole, qui est une famille qui est classée stupéfiant en France. Les cannabinoïdes de synthèse, comme vous le savez sans doute, c'est des produits totalement synthétiques qui ont les mêmes cibles pharmacologiques dans le cerveau et dans le corps que le cannabis, mais qui ont une puissance bien nettement supérieure au cannabis naturel. Donc c'est pour ça que en fait l'usagère a ressenti des effets puissants et indésirables après une consommation d'un demi-joint.
Donc, ça explique. Donc, après, on fait un commentaire. Donc, c'est typiquement le genre de commentaire qu'on peut faire pour que l'usagère comprenne ce qui lui est arrivé. On lui dit qu'il y a un agoniste synthétique au récepteur cannabinoïde, c'est ça le nom un peu précis, qui a été identifié, la DB-butinaca, et que les effets indésirables sont en cohérence, sont très évocateurs avec la présence de cette molécule-là. Et également, on lui parle d'un contexte que la DB-butinaca est placée sous vigilance intensive de leur warning system BLODIA. Ça sous-entend qu'en fait, ce cannabis de synthèse est vraiment s'est répandu très vite au niveau européen avec une remontée de cas d'intoxication très importante et que du coup, on essaye de rassembler le plus de données possible sur sa toxicité à travers des données de vie réelle. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on est vraiment, Synthèse est vraiment en articulation quotidienne, continue avec le système européen d'alerte précoce sur les NPS, porté par l'Agence européenne des drogues. Et du coup, notre objectif, c'est de documenter ce qui est nouveau, ce qui est émergent, ce qui peut potentiellement se diffuser à grande échelle et poser des risques en termes de prise en charge sanitaire au niveau national, mais également au niveau européen. Je vous ai sélectionné plusieurs phénomènes marquants qui ont été émergents ces derniers mois. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'en fonction des pays, on n'a pas forcément les mêmes faits marquants parce qu'on n'a pas forcément les mêmes marchés de drogue qui sont développés. Donc, au niveau national, en France, on a eu des cannabinoïdes de synthèse vendus en tant qu'héroïne dans la région parisienne. C'était très spécifique, c'est-à-dire que des usagers d'héroïne, qui étaient tolérants aux opioïdes, qui s'injectaient l'héroïne, ont acheté ce qui pensait être de l'héroïne et après injection, en une nuit, il y a eu une vingtaine de cas d'intoxication aiguë avec prise en charge hospitalière et un tableau clinique qui semblait très atypique pour une consommation d'opioïdes. Il a été du coup lancé en urgence des analyses à travers le dispositif Synthèse avec le soutien bien sûr du drug checking pour mettre en évidence en fait de la présence de cannabinoïdes de synthèse qui n'étaient pas du tout attendus au niveau de ces produits-là. Donc on a pu informer les pouvoirs publics au niveau local, francilien, mais aussi au niveau national et européen. Donc on a remonté toute la chaîne. Cette information au niveau européen a été, l'Agence européenne des drogues a diffusé une communication à tous les États membres, c'est-à-dire que tous les États membres en très peu de temps étaient informés qu'on avait subi ce type d'alerte sanitaire et qu'il fallait, c'était vraiment un appel à la vigilance et pour que les moyens analytiques soient mobilisables en temps réel et aussi afin de prévenir les autres usagers européens que ça peut arriver, que peut y avoir potentiellement de l'héroïne qui en fait n'en est pas. Donc ça a fonctionné. On a eu donc une première alerte autour de Paris qui s'est diffusée aussi au niveau de la façade ouest de l'Hexagone, donc en France, donc tout ce qui est vraiment près de l'océan Atlantique. On a eu vraiment des signalements de ce type-là et on a analysé les produits. Ils avaient là une composition extrêmement similaire par rapport à ce qui avait été vu de façon initiale dans l'agglomération parisienne. On n'arrive pas à expliquer pourquoi ce produit-là est apparu sur le marché. Néanmoins, les analyses et le travail collectif en réseau, justement avec les partenaires que je vous ai mentionnés, a permis de construire des conduites à tenir, notamment pour les professionnels de santé et les urgentistes qui seraient amenés à soigner les personnes qui seraient intoxiquées avec ce type de produit. Donc ça, c'est l'exemple caractéristique de ce qu'on peut faire en travaillant en réseau à la fois au niveau national et international. Il y a d'autres phénomènes qui existent encore. Donc ce phénomène-là de l'héroïne blanche, enfin dite blanche, qui en fait contenait des cannabinoïdes de synthèse, n'est plus observé pour le moment. Donc le signal est clôturé. Néanmoins, il faut absolument rester sur le qui-vive sur une potentielle réapparition de ce produit-là dans n'importe quelle région de France. Il y a d'autres produits qui sont du coup font l'objet vraiment d'une alerte et qui continuent à être observés. C'est ce qu'on appelle les nitazenes. Donc les nitazenes, c'est une classe d'opioïdes qui est apparue récemment, il y a 2 ans sur le marché au niveau mondial et au niveau européen, qui présente en fait des propriétés opioïdes très très fortes, plus que le fentanyl et qui sont compliqués à détecter en laboratoire, qui n'ont pas des équipements de pointe. Il y a eu des décès liés au nitazenes. On a eu un cluster d'intoxication à Montpellier
également chez les usagers qui achetaient de l'héroïne de rue, du coup, en tant que produit. Et en fait, ils ont eu des opioïdes de synthèse bien plus puissants que l'héroïne. On a également en parallèle que ça des médicaments contrefaits. Donc ça, c'est une alerte européenne. On a eu aussi des signaux au niveau français, mais vraiment à très bas seuil, de faux comprimés d'oxycodone contenant des nitazènes. Ils ne contenaient pas de l'oxycodone comme attendu, ils contenaient des nitazènes. Cette classe de molécules, elle peut être plus puissante que l'oxycodone. Donc on peut avoir des risques d'overdose très importants, mais également la mise en place d'une dépendance aux produits avec ces nitazènes. L'Irlande, par exemple, et le Royaume-Uni ont été beaucoup plus touchés que nous. Nous, on a vraiment des détections de ces faux médicaments qui sont très, très bien limités. Vraiment, on a des photos, c'est vraiment pareil que l'oxycodone qu'on peut avoir sur prescription. Donc, il faut faire très attention. Mais nos détections sont limitées à des achats sur le darknet et ne sont pas disponibles en ruche pour le moment à grande échelle. Donc, on n'est pas forcément submergé par ce type de produit où il n'y a pas forcément de décès rapportés pour le moment avec ce type de produit. Néanmoins, on reste très très vigilant aux médicaments contrefaits de façon générale et particulièrement aux faux comprimés d'oxycodone qui, pour l'instant, ceux qui ont été collectés contenaient des nitazènes à chaque fois. On a aussi comme fait marquant qui est toujours en cours d'observation ce qu'on appelle du PET ton crâne. Donc en fait, c'est des liquides de vapotage qu'on vapote avec une cigarette électronique qui sont adultérés délibérément au cannabis de synthèse. Le problème, c'est que ces produits-là, donc, dont les détections étaient quand même limitées au nord de la France et au nord-ouest de la France jusqu'à l'année dernière, peuvent plaire à un public très jeune, notamment un public adolescent. Et il y a des cas de dépendance à ces produits chez des publics adolescents, des personnes adolescentes qui ont été rapportées avec une prise en charge addictologique spécialisée. Et en fonction des molécules qu'il y a dans les liquides de vapotage, potentiellement les effets et la gravité des effets peuvent varier parce qu'en fait, une molécule n'est pas identique à une autre et tant qu'on ne connaît pas ses propriétés pharmacologiques et sa puissance, on peut avoir des mauvaises surprises. La plupart des adolescents auparavant ne savaient pas qu'il y avait des cannabis de synthèse dans leurs produits. Il y a vraiment une consommation par les jeunes qui rapportaient, préférentiellement, notamment une initiation dans un cadre scolaire ou parascolaire, donc devant le lycée, dans les toilettes du lycée, avec des défis par les pairs, etc., qui est rapporté. Donc ça commence à devenir un enjeu de santé publique et il y a une nécessité de prévention à faire, notamment par l'éducation nationale. Donc grâce à un travail justement interministériel, il y a des conduites à tenir et des actions durables qui vont être faites en termes de prévention par rapport à ce produit. Mais c'est toujours en cours. Et également, comme je vous ai parlé, comme je vous ai montré un exemple tout à l'heure, il y a des produits qui sont vendus en CBD shop. Donc en fait, en France, la législation sur le cannabis, elle est très claire. Les produits qui sont majoritaires en THC ne sont considérés comme stupéfiants et sont illicites. Les produits dérivés du chanvre, que ce soit herbe ou tabac, qui contiennent moins de 0,3% de THC résiduel, sont autorisés en vente libre. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle du CBD. Et c'est parce qu'il y a des produits qui contiennent majoritairement du CBD et qui sont vendus dans des établissements ou dans des bureaux de tabac, mais des établissements qui sont spécialisés. Donc, il y a tout un marketing qui s'est développé. Il n'y a pas de loi, c'est une jurisprudence pour l'instant qui fait office de texte réglementaire. Et ce qu'on note, c'est que dans ces établissements qui ont pignon sur rue, il y a des produits, des herbes ou des résines vendues en tant que CBD qui, en fait, à la consommation, ont provoqué des complications neuropsychiatriques très importantes qui n'étaient pas du tout recherchées et attendues par l'usager. Et l'analyse synthèse a permis de mettre en évidence une adultération à des cannabis de synthèse qui ont le statut de stupéfiant au niveau national. Donc en fait, on se retrouve actuellement avec des produits vendus en vente libre, contenant des produits stupéfiants et pouvant présenter un enjeu de santé publique majeur. Donc on continue toujours à alimenter et à transmettre ces informations-là au niveau national, mais également au niveau européen.
Donc, pour résumer, les principaux phénomènes qui sont remontés grâce à tout cet écosystème qui est pluridisciplinaire et avec de nombreux partenaires. En France, c'est également ce qu'on observe dans les grandes lignes en Europe, c'est l'enjeu du cannabis adultéré au cannabis de synthèse, le suivi des cannabinoïdes hémisynthétiques. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, notamment avec les aïdocannabinols en chef de file. Les cannabinoïdes hémisynthétiques, c'est des cannabinoïdes naturels qui ont été transformés chimiquement et qui ont également des effets psychoactifs. Cette apparition de NPS, en fait, elle est liée à un contournement pour contourner le cadre juridique en vigueur sur l'interdiction du cannabis en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc, ça a eu ça a été appelé notamment par les médias cannabis légal, et en fait, il y a une ruée en France sur ces produits-là avant leur interdiction. Parce qu'on ne connaît pas du tout en avance leurs propriétés toxicologiques et les risques pour la santé associés à la consommation de ces substances. Il y a également aussi un enjeu autour des psychostimulants et plus particulièrement au niveau des caténones de synthèse. Les caténones de synthèse sont apparus à la fin des années 2000, ont été extrêmement diversifiés pendant les années 2010. C'est tout ce qui est méphédrone, herbachat, etc., sel de bain. Maintenant, en fait, elle s'ancre vraiment dans le paysage des drogues illicites au niveau français, avec un développement de la consommation et une diversification des profils de consommateurs. Mais ça, c'est vraiment les dispositifs Trend avec l'expertise ethnographique qui permet bien de documenter cela. Mais il y a la question des changements réglementaires parce qu'en fait, les nouveaux produits de synthèse, ils s'adaptent au cadre législatif en vigueur. Dès qu'il y a une molécule qui est interdite, il y a une molécule qui va apparaître sur le marché pour contourner le cadre réglementaire en vigueur. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plus d'1 millier de molécules qui sont surveillées par le système d'alerte précoce sur les nouveaux produits de synthèse. Donc il y a vraiment une notion de course à l'échalote, du chat et de la souris par rapport aux cadres réglementaires nationaux et internationaux qui peuvent être mis en place. Donc c'est vrai que par exemple au niveau européen, pour information, ce sont les Pays-Bas qui sont un peu une plaque tournante des nouveaux produits de synthèse pour l'approvisionnement au niveau français. C'est-à-dire qu'il y a des sites d'achat qui sont hébergés aux Pays-Bas et les Pays-Bas et les produits sont envoyés par colis postaux en provenance des Pays-Bas. Il se trouve que les Pays-Bas viennent de durcir énormément leur réglementation, leur législation par rapport aux drogues. Et il y a toute une catégorie, voire plusieurs catégories de nouveaux produits de synthèse qui sont désormais interdits au niveau des Pays-Bas. La question, c'est de savoir, après cette interdiction-là, comment le marché des nouveaux produits de synthèse va se restructurer. Quelles molécules vont prendre le relais, si je puis dire, et est-ce que nous sommes en capacité de les identifier de façon réactive. Donc ça va être ça notre enjeu, c'est de décrire à travers le dispositif synthèse et les collectes régulières de produits le changement du paysage des drogues qui sont disponibles à la suite de cette mise en place de cette législation. Donc ça va être un des enjeux au niveau français, mais également au niveau européen, parce que les Pays-Bas approvisionnent la France, mais aussi plein d'autres pays en Europe. Et encore une fois, il y a la question des nitazènes. Les nitazènes qui, du coup, ont un potentiel de dangerosité très, très important, sont efficaces à des doses infimes. On parle de traces. Dès que le produit est présent à l'état de trace, on peut avoir potentiellement une overdose opioïde. Est-ce que ces produits-là représentent une menace pour la santé publique? Est-ce que les changements réglementaires au niveau international, parce qu'on est dans une économie mondialisée, les productions sont délocalisées, comme l'économie licite, hein. Est-ce qu'un changement de production va avoir un impact sur la disponibilité de ces produits? Et si tel est le cas, quelles molécules pourraient prendre le relais de ces opioïdes forts? Et pareil, la question est d'être en capacité d'identifier de façon analytique ces produits qui peuvent prendre le relais et qui peuvent traduire un changement de l'offre sur le marché. Du coup, une adaptation de la prise en charge des patients, de l'information usagée, de l'autosupport pour être plus efficace en termes de gestion des risques. Voilà, donc ça, j'ai fini un peu ma présentation. Un message important que je voulais vous faire passer, c'est que Synthèse et Early Warning System sont des dispositifs complémentaires. Ils ont le même objectif, c'est de faire de la surveillance et de la documentation des substances psychoactives. Synthèse est le dispositif national de veille sur la composition des drogues. Il est anonyme et gratuit. Il permet l'observation d'évolution
de composition et la documentation des fins désirables pour le réseau d'addictovigilance. Il est complémentaire à la liste de drogue dans un cadre de réduction des risques qu'on appelle également le drug checking. Les deux dispositifs, que ce soit Synthes ou l'Early Warning System, permettent la détection de phénomènes dits émergents liés aux substances psychoactives. C'est également le cas, je rebondis encore une fois pour vous donner rendez-vous en septembre, de dispositifs Trend, tendance récente et nouvelles drogues, qui, justement, via une approche sociologique, documentent des phénomènes émergents avec une approche en plus régionalisée des phénomènes émergents. Au quotidien, on doit gérer ce qu'on appelle des alertes ascendantes du niveau national vers le niveau européen, mais également descendantes du niveau européen vers Synthèse, mais également tous nos partenaires qui gravitent autour de nous. C'est pour ça que, en fait, notre travail se résume à 3 mots: analyser, analyser des produits, analyser des phénomènes, évaluer, évaluer des risques, évaluer des impacts pour la santé publique, et également alerter, si besoin, les pouvoirs publics, les associations, mais également la communauté européenne. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop longue et vous trouverez bien évidemment toutes les références bibliographiques dans le PowerPoint que je vous transmettrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina, pour cette excellente présentation, très enrichissante, et pour avoir également respecté le timing. Donc, nous avons quand même trentaine de minutes pour les échanges et les questions qui vont être certainement très nombreuses. Et donc, ce que je voudrais suggérer, c'est que on puisse utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir identifier les personnes qui souhaitent intervenir. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir? Vous avez la possibilité de le faire par écrit ou également à l'oral. Alors déjà, il y a des premiers commentaires qui, en tout cas, sont dans le sens de saluer la pertinence et la qualité de sa présentation. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées? Alors, je vois Ibrahima Cissé. Je vais peut-être prendre une liste, hein. D'abord, alors, je vois Ibrahima Cissé. Si on en a d'autres, tac, j'en vois pas d'autres. Donc, Cyril, oui. Bon, pour le moment, on va se contenter de ces deux premières questions. Ensuite, on verra en fonction de l'évolution. Donc, Monsieur Cissé, à vous. Ibrahim Cissé? Ah, c'est pas une question. Ok, d'accord. Donc, Cyril, à vous donc. Merci beaucoup, docteur Karim, pour la parole remise. Donc, je félicite au passage Sabrina pour cette brillante présentation. Et comme elle l'a expliqué, hein, je pense que ça permet de voir quelles sont les initiatives, les actions mises en œuvre. Parce que, comme on le dit souvent, il y a des difficultés par moment, surtout dans le contexte africain, pour identifier ce qu'on appelle la composition des produits. Voilà, et je pense que c'est un modèle intéressant qui pourrait être discuté en Afrique. Donc, tout d'abord, hein, ma première question va s'attarder sur, disons, cette question de la collaboration avec l'Afrique. Donc, est-ce que vous avez des perspectives de collaboration avec l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, parler de drogue, c'est aussi aborder la question de la transnationalité. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, les drogues circulent. Donc, on voit même que des produits peut-être peuvent provenir d'une autre zone, d'une autre région, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, pour venir au Sénégal, ou bien même de l'Europe en Afrique. Donc, est-ce qu'à ce niveau aussi, vous avez des perspectives de collaboration? Voilà, c'est la première question. Donc, pour la deuxième question, hein, donc, c'est de voir aussi comment vous faites face, face aux constructions de pratiques. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les usagers en tant que tels développent des modes de consommation qui peuvent être différents de ce qui a été initial. Donc, par exemple, on peut avoir plusieurs lignes. Donc, quand on parle de purple drink, par exemple, la ligne, donc vous voyez qu'il y a des boissons gazeuses associées avec des médicaments, mais on n'a pas une seule ligne, il y a plusieurs façons. On parle de kush, par exemple, avec des nitazenes et des cannabinoïdes, etc. Mais on peut voir sur le terrain, par exemple,
d'autres usagers qui vont en faire d'autres choses. Donc, comment vous faites face aussi, face à l'évolution, voilà, des nouvelles pratiques de consommation? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril, pour ces questions extrêmement pertinentes. Donc, pour la collaboration avec l'Afrique, bon, c'est vite dit, hein, parce qu'en fait, l'Afrique, il y a quand même beaucoup de nations et beaucoup de particularités à la fois sociales. Ça se fait plutôt au niveau européen. C'est-à-dire que l'Agence européenne des drogues avait piloté un programme qui s'appelle EU for Monitoring Drugs. Je vais vous mettre le lien dans le chat, où l'objectif, c'était de faire un partage de compétences et de connaissances au niveau des pays frontaliers de l'Europe. Donc évidemment, il y avait l'Afrique, mais il y avait aussi tout ce qui était Proche-Orient. Bon, évidemment, il y a eu les contextes géopolitiques au niveau du Proche-Orient qui a un peu altéré la fin du projet, mais donc ils vont lancer une deuxième édition de ce projet-là, où justement l'idée c'est de construire des compétences et de faire un partage de compétences à la fois justement sur le sujet dont je parlais, notamment l'early warning system, pour aider en fait les pays frontaliers à monter des observatoires sur les drogues et du coup à déployer les différents dispositifs que je vous ai évoqués, mais il y en a encore plein d'autres. Donc c'est plutôt au niveau européen que ça se joue. Pour l'instant, j'ai pas encore de contact par rapport à ce projet-là parce que je suis pas dessus, mais ce serait intéressant de contacter en fait l'équipe. Il y a un onglet contact à la fin de la page si vous êtes intéressé, mais c'est vraiment institutionnel. En tout cas, faut voir aussi par rapport aux agences, aux autorités sanitaires et aux organes institutionnels. Donc ça, c'était un élément. Et je pense que ça sera plus percutant parce qu'en fait, l'Agence européenne des drogues, je vous ai dit, elle a changé de compétence. Elle est passée d'observatoire à agence avec vraiment un volet competence development. Donc développement de compétences, l'idée, c'est de faire monter les autres pays à la fois au sein de l'espace européen, mais aussi extra-européen en termes de compétences de monitoring des conduites addictives. Donc on est vraiment dedans. Donc ça, je vous invite à consulter la page et potentiellement à prendre attache avec l'équipe pour savoir si tel et tel pays peut être intégré dans le projet. J'en ai pas forcément, j'ai pas forcément d'autres éléments parce que je suis pas forcément sur le sujet, mais je sais que ça existe et c'est très important. À titre d'exemple, une délégation tunisienne m'avait contacté pour faire une présentation assez similaire à ce que je viens de procéder, dans l'objet de monter un observatoire tunisien des drogues. Donc justement, ils s'intéressaient à quel dispositif d'enquête et d'études était déployé au niveau français. Donc c'est tout à fait logique que cette question soit posée et c'est très important de la poser. Après, au niveau français, j'ai pas d'éléments à vous fournir parce qu'il y a des enjeux diplomatiques. Et ça, pour le coup, je suis pas ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est à voir aussi avec les entités diplomatiques. Ça passe par les canaux diplomatiques habituels. Si jamais il y a une coopération France et autres pays d'Afrique. J'espère que j'ai répondu à cette première question. Et après, la question de comment faire face aux confusions de pratiques, aux évolutions de pratiques, ça justement, c'est très important d'avoir on a la chance en effet d'avoir des équipes, et notamment via le dispositif Train qui vous êtes présenté en septembre, qui peut permettre de tenir au courant les professionnels à la fois de santé mais aussi médico-sociaux des évolutions de pratiques pour en parler avec les usagers. Donc en fait, ils peuvent se tenir informés, donc c'est un peu une formation continue, à travers des organisations de restitution d'enquêtes trend, des pratiques qui ont évolué dans telle et telle région pour savoir si tel et tel usager dans leur région est concerné ou pas, ou anticiper l'arrivée de cette pratique. C'est vrai qu'en plus avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus dynamique. Donc c'est, je pense, via la formation des travailleurs médico-sociaux qu'il y a un levier d'action pour éviter la confusion des pratiques. Voilà, je pense que c'était les éléments que je pouvais apporter. J'espère Merci que beaucoup. j'ai été pertinente pour Alors, ça. il y a Après, beaucoup de questions qui ouais, sont sur le chat. Je ouais. vais essayer de vous les résumer. Donc, Après, il y en je a, peux aller très vite dans le chat. voilà. Il n'y a pas de Il y en a, souci. voilà, il y en a une donc, qui est relative aux collecteurs. Est-ce qu'ils sont Ouais. bénévoles? Alors, Comment le oui. dispositif est financé? Alors, le financement du dispositif, on va du coup faire d'une pierre deux coups. Les bénévoles, les collecteurs sont bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rémunérés pour collecter dans Synthèse.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'intègre dans leur pratique. C'est un service qu'on leur offre. On offre un accès à l'analyse de produits à titre gratuit. À titre d'exemple, une analyse toxicologique, ça peut monter dans les 1 500 euros. Mais ça, ils le savent pas forcément. Enfin, en gros, si vous êtes une personne lambda qui va à un labo analyse toxicologique, vous avez le droit en France, hein, et que vous avez un produit, vous lui faire analyser, bah, ça peut coûter entre 200, 300 et 1 500 euros en fonction du panel de molécules recherchées, des équipements, etc. Donc, en fait, c'est très cher. Après, du coup, ils le font de façon non rémunérée dans le cadre de leur pratique professionnelle. C'est vrai que la plupart de nos collecteurs sont des travailleurs médico-sociaux ou des praticiens, des professionnels de santé. Donc, on ne les rémunère pas. Le dispositif Synthèse est financé à travers les finances de l'OFDT en propre. Et également ce qu'on appelle le fonds de lutte contre les addictions qui est piloté par l'assurance maladie française. C'est-à-dire que les produits taxés, le tabac et l'alcool, il y a un pourcentage des ventes, enfin du prix de ces produits qui va dans une caisse qui est un fonds de recherche contre les addictions, à la fois de recherche mais aussi d'intervention en santé publique. Et nous, du coup, on a pu émerger à ce fonds-là et on a pu avoir des financements, à savoir que les coordinations locales, du coup, nos antennes un peu régionales, sont financées pour la gestion du dispositif au niveau national parce que c'est un temps de travail à part entière. Donc ça, c'était pour la première question. Du coup, par rapport au fait qu'on se sente menacé ou pas par rapport à la dégradation du financement de la recherche en santé publique, on n'est pas un organisme de recherche. C'est ça, entre guillemets, ce qui est un facteur protecteur de la pérennisation du dispositif synthèse et traîne et puis des dispositifs de l'OFDT, c'est qu'en fait, on est un service public qui est interministériel et on produit de la donnée de surveillance. Donc, en fait, c'est pas forcément... on utilise les méthodologies de recherche, ça c'est clair, mais on n'a pas des objectifs de recherche. C'est-à-dire que on a un objectif de donner des éléments d'information au pouvoir public et à la communauté en général. Donc, on s'appuie sur des méthodes de recherche. Évidemment, on travaille au sens large à l'OFDT, on travaille avec des chercheurs, on participe à des copiles d'autres, à des comités de pilotage d'autres études, mais en fait, nos financements ne sont pas basés sur le financement de la recherche. Donc, c'est un facteur protecteur. On a nos propres financements institutionnels qui, en fait, ne sont pas les mêmes. On ne dépend pas du ministère de la Recherche et d'appel à projets à proprement donner. Donc ça, c'est important. Et du coup, notre financeur principal, c'est la MILDECA. Donc la MILDECA, c'est l'entité du Premier ministre qui a pour charge de déployer la politique de lutte contre les conduites addictives dictée par le gouvernement. Donc ça se passe en France. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quels autres modèles de dispositifs existent en Europe et comment vous les situez par rapport aux dispositifs français? En termes de collecte et d'analyse de produits, institutionnel, il y a un système qui est assez similaire, qui est le DIMS, donc le Drug Information Management System, Monitoring System, qui est néerlandais. Donc, comme je vous ai parlé, les Pays-Bas et la drogue, il y a vraiment un sujet. Et donc, en fait, notre équivalent néerlandais porte aussi un système d'analyse de produits qui est pas organisé de la même façon, mais qui a pour objectif aussi de colliger toutes les analyses de produits et de faire un bilan annuel et des alertes. Donc en fait, on travaille étroitement aussi avec nos partenaires néerlandais, mais strictement en termes d'organisation portée par les pouvoirs publics, il n'y a pas. Avec un réseau laboratoire comme ça, il n'y a pas pour l'instant. Donc, on est vraiment assez particulier. En revanche, il y a beaucoup de drug checking, donc d'analyse à réduction des risques et des dommages, qui se caractérisent par une analyse rapide, mais pas forcément sensible et spécifique. Donc, et nous, on est vraiment sur l'aspect sensible et spécifique. Donc, en fait, il y a un risque d'erreur qui est quand même important, qui s'apparente plus au dépistage. Et nous, si vous voulez, on s'apparente plus au diagnostic. Donc, on est vraiment sur le diagnostic. Le drug checking, c'est vraiment plus du dépistage. Et c'est essentiel, bien évidemment. Et ce pan-là, le drug checking, donc un peu le dépistage de drogue, est quand même de plus en plus développé dans l'ensemble des pays d'Europe. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc j'espère, Alice, avoir répondu à cette question-là. Par rapport à la position des politiques face au cannabis naturel, au regard de la disponibilité des cannabis de synthèse et de l'évolution des autres pays européens, c'est une question qui n'est pas tranchée en France. En France, la question reste la même. Et le statut reste le même. Il n'y a pas de discussion par rapport à la légalisation du cannabis en France.
Si vous voulez en savoir plus, l'OFDT a procédé à une étude de comparaison des politiques de légalisation du cannabis, notamment en Amérique du Nord. Donc ça s'appelle Astracan, Astracan, qui est une étude qui a été pilotée par Ivana Obradovic, qui est politiste et qui a vraiment l'habitude de faire l'évaluation des politiques publiques. Et là, elle a fait un travail de comparaison des politiques publiques entre différents États américains, des États-Unis, le Canada et la France. Mais on n'a pas de. L'OFDT est un organisme scientifique, est un observatoire. On n'a pas vocation à faire des recommandations de politique publique. J'espère avoir répondu à cette question-là. Ensuite, par rapport à ce qui a été dit, par rapport au fait de contourner que les NPS, en fait, la raison de leur diversification, c'est de contourner les cadres législatifs en vigueur à la fois dans les pays producteurs, je pense notamment à la Chine et l'Asie du Sud-Est, mais aussi des pays consommateurs qui sont les bassins européens, africains et également américains. Pour l'instant, il n'y a pas de solution, si ce n'est que il y a comment dire, des interdictions de plus en plus larges de produits. Et en fait, on passe d'un paradigme à classer une molécule à classer des familles de molécules pour un peu réduire en fait le nombre de molécules qui passeraient entre les mailles du filet. Donc ça, c'est un peu la tendance actuelle au niveau national. Après, les classements internationaux, c'est vraiment des classements molécule par molécule. Donc ça, c'est pas possible de faire des classements génériques. Donc ça, c'était une discussion par rapport à l'apparition et à la diversification des drogues des NPS. Il faut savoir que le nombre de nouvelles molécules identifiées au niveau européen diminue. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas inventer plus de molécules qu'il est faisable, chimiquement parlant, de faire. Donc en fait, la fréquence d'identification diminue, mais ça ne veut pas pour autant dire que la détection des molécules en général n'augmente pas. C'est plutôt l'inverse. On continue à augmenter, à identifier de façon régulière des NPS, mais les nouveaux, tout nouveaux, jamais vus, par contre, ça, cette fréquence diminue. Voilà. Pour les bénéfices aux usagers de drogue, il est moins immédiat que le drug checking parce qu'il y a une question de temporalité, c'est-à-dire que c'est la fourniture des résultats est totalement dissociée de la session de consommation. Le drug checking, c'est différent. Une personne apporte son produit avant consommation, on lui dit c'est safe ou pas, en très très gros, et le consommateur adapte ses pratiques de consommation en fonction. Là, on vient un peu à rebours, mais avec des résultats beaucoup plus solides analytiquement parlant, et ça s'inscrit dans la construction d'une connaissance sur les produits pour l'usager. C'est-à-dire que l'usager, au fur et à mesure qu'il contribue au dispositif synthèse, il va apprendre des choses sur les produits, sur où est-ce qu'il les trouve, comment ça se fait, etc. Et va pouvoir se construire un savoir au fur et à mesure de sa contribution et des recherches des produits qu'il amène. Donc voilà, c'est un peu différent du dry checking on n'est pas sur, nous on est vraiment sur le temps long. On est sur vraiment le temps long, sur des usagers on a aussi un biais de sélection par rapport aux usagers. On a très peu d'usagers expérimentaux dans nos collègues synthèses, c'est des usagers qui vont en structure d'addictologie, qui consomment régulièrement, la plupart du temps, et qui comprennent qu'il y a un souci avec leurs produits. Et c'est ça soit l'aspect bizarre, soit ils ont eu des effets inattendus, et c'est comme ça qu'ils souvent sollicitent de les dispositifs synthèse. Et pour les stages, il faut envoyer une candidature spontanée sur le site de l'OFDT. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Ah, il y a peut-être un nouveau message. Nouvelle, ouais. Ouais. Quel est le profil des collecteurs et SDSS consommateurs? Pour ce qui est de la consommation chez les jeunes, les collecteurs appartiennent-ils à la même génération que les jeunes interrogés? Et sinon, cela a-t-il eu un impact sur la qualité de la collecte, la relation enquêté-enquêteur? Excellente question. Pour laquelle on n'a pas forcément, ou en tout cas, on n'a pas forcément creusé. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les collecteurs sont identifiés. Donc, on sait que c'est Monsieur Dupont qui a collecté un produit d'un homme de 17 ans, par exemple. On va avoir cette information-là au niveau de la collecte. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait d'enquête ou de recherche dessus. Mais c'est sûr que c'est très intéressant cette question
elle sera la même pour le dispositif Trend, où l'enquête est vraiment ethnographique. Donc, il y a une grille d'entretien semi-qualitative, où justement cette même question peut être transposée. Euh, on n'a pas forcément l'information si nos collecteurs sont des ex-consommateurs. À vrai dire, on sait que ça peut apporter quelque chose à la collecte, mais on ne le sait pas. Et on ne cherche pas forcément à le savoir, justement pour avoir le plus de personnes intéressées à la collecte possible. On n'a pas forcément, on demande pas forcément trop de renseignements sur les profils des collecteurs, si ce n'est qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils travaillent, enfin quel est leur poste, où est-ce qu'ils travaillent et s'ils veulent bien contribuer au dispositif. On n'a pas, en fait, le savoir qu'ils sont ex-consommateurs n'est pas un critère obligatoire d'information. Mais c'est très probable que les échanges entre le collecteur et l'usager soient comment dire, impactés par la question générationnelle pour plein d'aspects, à la fois sémantiques, de références culturelles, voilà. Mais on n'a pas forcément cette information-là. Par ailleurs, contrairement à des enquêtes sociologiques ou anthropologiques, nous, on a un questionnaire qui est fixe, qui est stable. On a des critères et des informations qui sont tout le temps requises. Peu importe la forme où la personne décrit ses effets, on a tout le temps les mêmes informations qui sont demandées. Donc, on a des informations qui sont demandées et du coup, c'est quand même assez harmonisé. Et du coup, ça permet de minimiser le biais justement de l'enquêteur. Par rapport au forum de discussion psychoactif, c'est une excellente question. Vous avez pas peut-être vu passer dans la slide, mais psychoactif, en tout cas le forum d'autosupport psychoactif était coordinateur synthèse. Donc là, il faut juste qu'on renouvelle la convention et notre partenariat, mais c'est un partenaire très important pour le dispositif synthèse. On a développé du coup à la fois la coordination virtuelle synthèse à travers le forum d'autosupport et on a également d'autres travaux pour analyser les messages des posts pour toujours en lien avec Psychoactif, hein, c'est un travail collaboratif pour mieux comprendre ce qui se passe et potentiellement anticiper l'arrivée de nouveaux produits qui sont discutés sur le forum et pas encore identifiés dans les échantillons. Par rapport à l'ethnographie et les acteurs sociologues, quel rôle jouent-ils dans le dispositif? Alors, il y en a qui pilotent carrément le dispositif synthèse. Il y en a qui contribuent à synthèse, qui sont collecteurs synthèse. Donc, en fait, il y a vraiment des ponts. Très souvent, en fait, ils sont la plupart du temps collecteurs. Mais en fait, c'est via Train aussi qu'on a beaucoup d'informations. Et en fait, vous verrez que synthèse et Train sont très souvent indissociables. Et oui, tout à fait. Par rapport au profil jeune, à la fois collecteur et usager, ça peut réellement impacter en fonction justement de la configuration socioculturelle du territoire. Je suis tout à fait d'accord. Alors, par rapport au cadre des partenaires avec la police, en fait, nous, on ne leur donne pas les informations. Donc, on a une convention avec la police scientifique qui est en charge de réaliser nos analyses, en tout cas une partie de nos analyses. Donc, en fait, ils traitent les échantillons synthèse. Ils n'ont pas d'informations sur les personnes. Il s'agit juste le genre et l'âge, potentiellement. Donc, on a en effet signé des conventions d'échange de données avec la police, la douane et la gendarmerie pour avoir les informations sur les substances saisies sur le terrain. C'est tout à fait ça qui a été fait en fonction des cadres réglementaires européens et nationaux. On leur demande, notamment une fois par an, un bilan de toutes les saisies des NPS qui sont pu faire au niveau national pour le transmettre à l'Agence européenne des drogues. C'est une exigence réglementaire. Et ils nous envoient justement des saisies qui peuvent, enfin, c'est des partenaires qui sont historiques dans le dispositif synthèse et au fur et à mesure, ils connaissent les éléments ou les saisies qui peuvent nous intéresser et au fur et à mesure de l'année, ils peuvent nous envoyer des saisies qui sont atypiques. Oui, le forum psychoactif, il y a aussi le forum psychonaute qui existe, qui est très en lien avec psychoactif, qui psychonaute, c'est un petit peu différent et un peu plus récent en termes de forum et très axé aussi psychédélique. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Mais en tout cas, la police est juste est présente en tant que prestataire analytique. C'est tout. Voilà. En tout cas, le J'ai nombre de d'autres questions. questions témoigne de l'intérêt porté à la présentation.
Et il y a eu beaucoup de qualificatifs qui démontrent de sa pertinence et de la richesse de la présentation. En tout cas, merci beaucoup, Sabrina. N'hésitez Euh, pas à donner mon mail. Alors je le mets dans le chat s'il y a Pourquoi besoin. pas, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de Voilà. contacts qui vont être menés par la suite. Et Docteur surtout Karim. également, on va essayer de développer d'autres éléments. Tu voulais dire un mot, Alice? Oui, s'il te plaît, merci. Vas-y. Ouais. J'avais une autre question. C'était ma première question d'ailleurs. De votre point de vue, avec 25 ans d'expérience, à nous au Sénégal qui Oui, en sommes à la gestation, et même pas à la gestation, on en est plutôt mm, au stade du désir, mais ouais, c'est vraiment un désir de mise en place d'un dispositif qui est consensuel, mm, multisectoriel, ouais, partenarial, ouais. etc. Par où faut-il commencer? Est-ce qu'il faut Euh, mettre le paquet sur le drug checking pour le moment, sachant on n'a pas encore forcément les financements, ouais. le dispositif? Est-ce qu'il faut mettre en place d'abord des collaborations? Est-ce qu'il faut soutenir tout l'aspect association, l'aspect communautaire pour commencer? Enfin, Mm. comment faire? On a du mal à voir la route. Est-ce qu'il faut commencer plutôt par les outils et les formations, c'est-à-dire les outils pour un certain nombre d'analyses, mais ou bien est-ce qu'on peut envoyer des analyses à faire, même à l'OFDT, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut avoir des conventions avec l'OFDT pour faire certains types d'analyses? Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Par où commencer? C'est une excellente question. Moi, je pense que déjà, il faut contacter les institutionnels, notamment les autorités sanitaires, qui peuvent justement, en fait, être un catalyseur de la mise en place de dispositifs pérennes. Parce qu'en fait, la question, c'est trouver un financement pour tel dispositif, s'appuyer sur la santé communautaire, c'est indispensable. Travailler avec des labos de recherche, c'est très bien, mais il faut savoir justement, comme ça a été dit, avec la dégradation des financements de recherche, c'est pas en termes de soutenabilité budgétaire, ça peut poser problème. Et puis en termes de, enfin, le fait qu'un établissement de référence sur les drogues facilite justement la coordination du travail et des projets. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a le projet EU for MD qui est monté. C'est pour aider justement à monter un centre de référence sur les drogues au niveau national. Et après, du coup, toutes ces déclinaisons d'études qui peuvent se faire. Si on fait dans le sens inverse, ça peut entraver une dynamique qui n'est pas coordonnée et qui, du coup, s'il y a besoin d'un soutien politique et institutionnel, sera pas forcément là. Institutionnel à la fois national mais aussi international. Merci. C'est bon, Alice? En tout cas, merci pour les suggestions, hein. Je pense que nous arrivons au terme. Il reste 4 minutes et 3 minutes même pour ne pas trop déborder dans le temps et respecter le timing. En tout cas, saluer encore une fois toute la richesse de ce qui a été permis. Il y a une dernière question sur le rôle de l'éducation, puisque voilà. Excellente question. Il y a la question de la prévention, de mettre en place des politiques de prévention contre les conduites addictives dans les systèmes éducatifs. Euh, et donc ça, justement, c'est essentiel, et notamment de faire l'articulation entre ministère de la Santé et ministère de l'Éducation, s'il y a, pour justement construire des programmes de prévention communs et adaptés au contexte. Parce que justement, c'est pour ça que c'est comme ça que ça peut se passer. Pareil, les addictions comportementales, c'est un sujet, mais s'il n'y a pas une diffusion large, justement, dans les établissements scolaires ou des actions auprès de ces publics-là, c'est compliqué, ouais. Sabrina, je pense que s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On le fera parvenir à Sabrina. Vous pouvez également les lui envoyer. On va mettre son adresse mail également. En tout cas, je voudrais, au nom de tous les organisateurs, vous remercier très sincèrement pour la disponibilité, mais également la pertinence de cette présentation et les questions et commentaires qui ont suivi.
en tout cas, témoignent du fait que c'était vraiment très riche. Nous avons une présentation qui a montré quand même un dispositif qui a été dynamique, qui date de 25 ans. Et il y a des mots-clés en fait qui sont importants, c'est la pluridisciplinarité, c'est le caractère multisectoriel, et c'est un dispositif qui est parti d'abord de produits synthèse, mais qui ensuite a abordé tous les produits, sauf le tabac et l'alcool. Aujourd'hui, c'est près de 700 collectes qui sont réalisées par an, en sachant que ça a été dynamique, hein, puisqu'au début, en 2010, c'était 100 produits qui étaient concernés. Il y a deux volets, hein, la veille et l'observation, mais j'insiste sur la complémentarité. Ce dispositif qui est également national et qui s'étend outre-mer progressivement. Alors, il y a un dispositif d'encadrement au niveau des collectes. Il y a 600 collecteurs, mais c'est encadré avec des cartes, des ordres de mission souvent. Et il y a le fait que ce soit véritablement la documentation de phénomènes émergents qui est important. On a abordé les enjeux actuels qui sont également autour des produits, mais également l'interaction entre les dispositifs français et le dispositif également européen. Et nous pensons même qu'il faut avoir un dispositif également africain. C'est extrêmement important, surtout par rapport aux nouvelles drogues. Et on a insisté sur les TASEN, n'est-ce pas, qui sont à faible dose de véritables menaces pour la santé publique des populations. Et euh, Sabrina nous a beaucoup vraiment aidé en faisant des suggestions, des recommandations, des commentaires qui permettent justement d'avoir ces observatoires. Notre volonté à nous, c'est également d'avoir des dispositifs, mais c'est important, comme vous l'avez dit, dans un contexte de raréfaction de ressources, d'insister sur des dispositifs pérennes, soutenables, sustainable comme on dit, qui peuvent également continuer à se poursuivre. Mais on va finaliser par ces mots-clés. Analyser, évaluer, alerter. Extrêmement important pour Conseil. Donc voilà vraiment en quelques mots, hein, pour respecter le timing, ces éléments. Nous avons une magnifique présentation, un agréable moment partagé. Je voudrais vous souhaiter donc une bonne fin de semaine, de bonnes vacances, hein, à tous. Et revenir, je rappelle le rendez-vous de septembre à un rendez-vous à ne pas rater, n'est-ce pas, Sabrina, et qui nous permettra de nous enrichir encore un peu plus. Merci et au revoir. Un grand merci, bel été. Merci. Merci, au revoir. Ok, merci, au revoir à tous. Merci, oui. Bonjour, je ne sais pas si Mohamed Dior est toujours en ligne là. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Mohamed en n'est fait, plus en ligne. oui, ok, Il est oui, parti. il est parti. Ok, c'est Monsieur Hein? Koulibaly Ousmane. Koulibaly? Ouais. Ousmane, oui, Peut-être je devais après présenter la en août là, présentation de Clément. Ce sera au mois en septembre, octobre. au mois de septembre. Ok, ok. Clément, on le fait rien que pour nous, la présentation? Non? Ah bon, d'accord. Oui. Donc on la compte. C'est tout la date, c'est pas encore retenu.